sur son vélo de course, qu'il a sorti de sa poche les boucles en diamant, sans facture ni papier d'aucune sorte. Les aimables vendeurs ont tout de même ouvert des yeux ronds. Marlène le met dans des situations impossibles. Marlène le tyrannise, mais elle aime Louis, et elle le lui rend bien, et il le lui rend bien. Se précipitant quelquefois pour aller relever, tout doucement, l'immense star vieillissante tombée sur son carrelage, car c'est Louis, Louis son ange, qu'alors Marlène appelle à l'aide. Il a un double des clés de son appartement. Bientôt, il aidera sa vieille amie à prendre son bain. Ce jour-là, il va simplement porter de sa part un paquet à Romney Schneider. Le vélo rouge file maintenant dans la rue de l'université. Il tressaute sur les pavés de la place du Palais Bourbon, descend la rue de Bourgogne, tourne dans la rue de Varennes. Anouar El Sadat a été assassiné cet automne. On vient d'inventer le compact disque et le Minitel. Et si l'on était rive droite, dans le Marais ou vers la rue de Charonne, on verrait des blousons Teddy, des Bombers et des Doc Martens. On verrait des Thibaut jeans un peu trop larges retroussés sur les chevilles. On verrait ce pareil des années 80 que Daniel Dark et son groupe Taxi Girl chanteront dans 2 ans sur la bande FM. Mais le long de ces artères calmes dans lesquelles Louis s'enfonce, dans ce 7e arrondissement qu'il traverse à toute pompe, square paisible, façade élégante, lourde porte cochère, Paris est une ville immuable, une ville opulente et sans âge qui 40 ans plus tard, alors que je refais sur mon propre vélo le chemin parcouru par Louis, est sans doute très exactement semblable à ce qu'elle fut alors. Il pédale désormais dans le silence de la rue Barbet de Jouy, n'entend plus que les feuilles des arbres du musée Rodin frémissant dans la brise, et ce sac en plastique qui en se balançant fait un bruit de grelot. Ce sont pourtant des livres, de ces livres que Marlène reçoit, comme les bouquets de fleurs, en quantité, et qu'elle redistribue ensuite à ses nombreux amis. C'est la 4e ou la 5e fois que Louis en apporte à Romy. Il connaît le trajet par cœur jusqu'à son domicile. Il sait que l'actrice ouvrira elle-même, mais ne le laissera pas entrer. Il sait qu'il sera saisi comme chaque fois par son visage flétri. Il sait aussi que depuis son exil volontaire de l'avenue Montaigne, Marlène aime, couve, entourage du mieux qu'elle le peut Romy. Les deux actrices ont 37 ans d'écart et leur première rencontre, qui remonte à 1962, est une pure scène de cinéma. Elle a lieu à l'Élysée Matignon, ce club où des gens du cinéma, du showbiz, dînent et festoient entre eux. Romy, attablée avec des amis, a 24 ans. Bientôt, elle doit entamer quart d'Orsay le tournage du procès sous la direction d'Orson Welles. On lui a annoncé par télégramme un rôle assuré dans la production, mais elle ignore de quel personnage il s'agit. Elle n'a pas encore été présentée à Welles. Et voilà ce soir le grand homme descendant l'escalier du club. Un Welles massif, démesuré. C'est bien simple, on ne voit que lui. Une montagne aux yeux d'or, venu dîner là au bras de Marlène Dietrich. On pousse évidemment Romy à se lever de table pour le saluer. Allons, le tournage commence dans 3 jours. Va donc te présenter, ne fais pas la sotte. Sauf que Romy est pétrifiée, n'ose pas. Alors comme la gamine qu'elle ne cessera jamais d'être, elle préfère gagner les toilettes avec lenteur. Traverse la salle le cœur battant, dans l'idée que Wells la verra, pourra ainsi l'observer à loisir. Il la voit en effet. Il dîne face à Marlène, mais ne cesse plus dès lors de lancer à la jeune actrice des regards appuyés. Il a des joues tombantes, un cou de taureau et un ventre énorme. D'ailleurs, dans le film qu'ils viennent de tourner ensemble, c'est ce que Marlène assène à son personnage, qu'il est devenu laid, qu'il est devenu gros. Pourtant, dans la pénombre, son éternel cigare aux lèvres, la montagne fait à Romy des yeux de velours et flirte effrontément, à tel point que Marlène s'agace. Stop looking at that child. C'est Wells, chat amusé, qui rapportera cette phrase quelques jours plus tard à Romy Schneider. Stop looking at that child. Voilà pour la scène inaugurale. Bien des années plus tard, en 1973, à l'espace Gardin transformé en théâtre où l'Ange Bleu donne son dernier récital, Romy attend Marlène dans les coulisses. Pardon.
presse et des photographes. Ces fous furieux qui, pour saisir l'une ou l'autre sur le vif, se planquent dans des poubelles, arriment des camions crus au balcon de leur domicile, repoussent toujours plus loin les limites de l'ignominie. En ce printemps 1982, alors que Louis Bosson joue le messager entre les deux femmes, personne n'ignore l'outrage qui a été fait en juillet dernier au jeune fils de Romy Schneider, mort accidentellement et dont on a osé, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, photographier la dépouille. Marlène, depuis qu'elle vit recluse, se croit à l'abri des curieux qui guettent en vain ses sorties de l'avenue Montaigne. Elle refuse qu'on la découvre abîmée, tremblante sur ses jambes, autrefois sublimes, alors qu'elle garde le lit, ignorant que dans quelque temps le gardien de l'immeuble, soudoyé, laissera un homme pénétrer en pleine nuit dans son appartement, dans sa chambre, et la photographier. Louis, appelé au secours, viendra entourer de ses bras la vieille dame terrifiée. Il retrouvera et brûlera lui-même les clichés. Nous sommes au printemps 1892, rue Barbet de Jouy, et Romy ouvre à Louis. Nous sommes au printemps 1982, et rue Barbet de Jouy, et Romy ouvre à Louis. Le temps de l'Élysée Matignon et des œillades de Wells est loin. Elle n'a plus ses jolis cheveux fins qui ondulaient jusqu'aux épaules. Elle porte ses drôles de coiffures courtes, cette mise en pli 13 années 80, nue dégagée comme un garçon aux cheveux brochés bien haut sur le crâne. Un vrai casque de petit soldat. C'est la coupe de Françoise Giroud. Ce sera bientôt celle de Christine O'Krent. C'est une coiffure brutale qui dégage un peu trop le visage si doux de Romy Schneider. Tenez, les livres. Le sac en passant dans ses mains fait encore ce drelin, on dirait des billes, des grelots. La comédienne a remercié aussitôt refermer la porte. Mais Louis, cette fois, aimerait en avoir le cœur net. D'où vient ce bruit étrange? Alors Marlène, qui l'interroge, lui avoue enfin son petit trafic. Les livres qu'elle fait parvenir à Romy par son intermédiaire, elle les a en fait découpés les pages, les creusant puis les refermant comme des boîtes secrets pour ce qu'ils contiennent, échappent aux fiancés de la comédienne. Car dans ces livres, qui n'en sont plus, il y a du Captagon. Marlène est une consommatrice effrénée de médicaments et son appartement une plaque tournante de substances illicites. Sa pharmacienne, attitrée de l'avenue Montaigne, accepte depuis toujours de la fournir, sans ordonnance, en molécules variées que la star absorbe ou bien distribue, prescrivant aux amis contre les maux du corps et les tristesses de l'âme de robustes cocktails chimiques qu'elle avale même sans scier. Louis rit aujourd'hui au souvenir de ce médecin, venu examiner l'artiste à son domicile, auquel il dut expliquer que chaque soir, depuis des années, Marlène mélangeait pour dormir somnifères et verres de whisky. Mais il n'est guère amusé, à l'époque, d'apprendre de quel trafic il est l'involontaire complice. Norma Bosquet, la secrétaire de la star, a elle aussi apporté à son insu un paquet d'amphétamine à Romy, dissimulé cette fois dans un faux exemplaire des mémoires de Marlène. Le Captagon euphorise, désinhibe, supprime la douleur. Mais il faut aussi transpirer abondamment. Un rang insomniaque, dépendant, peut provoquer de graves lésions cardiaques. Il n'y a à l'époque prescrit que sous étroit contrôle médical et sera 10 ans plus tard retiré du marché français. Printemps 1982, le vélo rouge continue de sillonner Paris et Marlène, depuis son lit, de régner en majesté sur son petit monde, de jouer les infirmières, les conseillères et les conspiratrices. Chaque jour presque, en anglais, elle prend note dans son agenda des appels, des visites, des menus événements de sa drôle d'existence recluse. Le style est télégraphique. 7 avril, Romy Cold. 29 mai, Romy died. Cannot find out or reported death. Radio plus TV. Nothing. All they said were barbiturates and alcohol.